J'aimerais beaucoup qu'on construise un monde dans lequel chacun ait confiance en soi et en les autres. L'éveil des sens, jusqu'à récemment, jusqu'à la maternité, si je dois le nommer, je pense que je m'étais complètement coupée de mon corps. J'ai eu envie de faire tout mon possible pour contribuer à créer quelque chose de radicalement différent et qui prenne soin des hommes et des femmes et d'aider les autres à le faire. Salut les chefs, je suis Sophie Plumer et je vous souhaite la bienvenue dans cette 3e saison du podcast sur le thème de l'impact. Pour vous, je suis partie à la rencontre d'hommes et de femmes qui font bouger des lignes, chaque jour, à leur échelle, souvent avec douceur, toujours avec profondeur. Sans tabou, nous parlons de leurs projets, de leurs rêves, de leur rôle de chef, de leurs doutes aussi bien sûr, et de la manière de les dépasser. Tel un mantra, chaque épisode démarre avec la même question. Ça veut dire quoi pour toi avoir un impact positif sur le monde ? Dans ce nouvel épisode, je reçois Lucie Storchan. Lucie est entrepreneure, DRH, et l'hôte du podcast Tipping Point qu'elle anime avec Romain Vacher. Mais Lucie est avant tout une femme avec une profondeur de réflexion sur les sujets humains qui m'inspire et m'impressionne. Elle a un don pour accompagner avec sérénité les individus et les organisations dans leur transformation. D'ailleurs, sérénité, c'est un terme qu'on entend rarement dans le monde du business et qu'on entend encore moins quand on parle de transformation, non ? Le secret de Lucie, c'est qu'elle ose faire différemment. Elle ose notamment être à l'écoute de ses sens et de ses intuitions avant de passer à l'action. Et c'est exactement sur ce sujet que je lui tends mon micro aujourd'hui. Pour chef, Lucie nous explique son chemin, ses déclics. Cet épisode est divisé en 2. Le premier pour comprendre le parcours de Lucie et ses pratiques. Le deuxième pour aller un peu plus loin dans des exemples concrets de transformation qu'elle a menés chez Link Value en tant que DRH. J'espère que ma conversation avec Lucie vous donnera envie de faire différemment et de réfléchir à la manière dont vous aussi vous osez mener des transformations. Peut-être oserez-vous y ajouter un peu d'éveil des sens avant d'agir. Je l'espère en tout cas. Je vous souhaite une bonne écoute et comme d'habitude, je vous retrouve en fin d'épisode pour le débrief. Ça m'intéresse aussi de savoir, tu parlais de la méditation, comment en fait au quotidien t'arrives à faire vivre cette conscience et à éveiller tes sens. Parce que tu parlais du programme que tu as suivi, c'était un moment, un instant T, tu as repris depuis ta vie de femme active, de maman, etc. Donc tu as rempli ta vie, j'imagine, de plein de choses. Et je trouve que c'est ça qui est super difficile parfois, c'est de tenir un engagement ou en tout cas une pratique dans la durée, de la faire vivre, de l'étoffer, d'étoffer aussi sa vie d'autres choses. Comment est-ce qu'au quotidien, tu arrives à te nourrir et à continuer à éveiller tes sens ? C'est vrai que ça demande un peu d'audace et d'audace au sens, j'aime bien au sens de Kant, tu sais, qui dit sapere aude, c'est vraiment sa définition de l'audace, c'est-à-dire apprendre à penser par soi-même. Si on creuse un peu plus, c'est surtout questionner ses habitudes. Et c'est vrai que ça demande un peu de discipline, mais toujours pouvoir, en tout cas j'essaye autant que possible, de gagner ma liberté en venant interroger ça, tu l'as toujours fait comme ça ? Pourquoi est-ce que tu le fais de cette manière-là ? Pourquoi est-ce que tu prends ça systématiquement au petit déjeuner ? Est-ce que c'est vraiment bon pour toi ? Pourquoi est-ce que tu te déplaces comme ça ? Donc ces temps-là sont pour moi extrêmement important dans le niveau de conscience en fait. C'est de venir regarder en position méta assez régulièrement ce qu'on fait et ça demande pas beaucoup de temps. Pour le coup, c'est plus un exercice de ne pas se laisser happer par les automatismes et par le quotidien qui va extrêmement vite pour interroger régulièrement ses pratiques et se dire tiens, ce matin, si j'essayais de faire un peu différemment. Et de ne pas prendre le métro pour emmener ma fille à la crèche, mais on va tenter d'y aller à pied, on va tenter de prendre le vélo. Enfin, ça peut être juste des toutes petites choses comme ça. Après, et je suis vraiment convaincue, même si c'est difficile, qu'on a besoin d'espace, qu'on a besoin de temps pour revenir à son corps et juste prendre du temps pour soi, pour pouvoir remplir d'autres choses. Et c'est ce qu'on disait. Et là, très concrètement, c'est 2 mois complètement off cet été. Et je l'aurais jamais fait avant, me dire là tu t'arrêtes 2 mois parce que en termes de carrière professionnelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais en plus mon équipe, elle a besoin de moi et je peux pas les abandonner. Voilà, ça c'est le mental habituel et en fait je pense que
plus je progresse aussi et je lâche plein de peurs, plein d'appréhensions et plein de... La société attend de moi que je travaille énormément et que je prenne plein de responsabilités. Plus on lâche ça et on travaille à ces endroits en fait où on a des fausses croyances ou des peurs, plus on peut s'accorder. Je dis pas que c'est facile, mais des espaces de rien, des espaces de vide. Et ces espaces de vide, on n'est pas obligé de passer 2 mois à méditer, tu vois. Mais on va pouvoir mettre un peu plus de yoga, un peu plus de méditation, un peu plus de prise de hauteur sur certaines choses. Et après, c'est tout simplement aussi faire attention à son lieu de vie. Voilà, faire des choix comme ça. Où est-ce que je passe mes week-ends ? Est-ce que je vais au contact de la nature me ressourcer ou est-ce que je passe tout mon samedi après-midi à faire les boutiques pour m'acheter plein de choses dont fondamentalement j'ai absolument pas besoin, mais j'ai envie d'avoir une nouvelle robe lundi matin. Voilà, c'est des choix et de revenir, je pense, à c'est ou son essentiel régulièrement. Je suis vraiment convaincue que ça demande pas plus de temps. En fait, que c'est pas l'ajout d'une couche supplémentaire, mais que ça demande un peu de courage de venir regarder tous ces endroits, de pourquoi tu vas faire du shopping le samedi après-midi. Et c'est chouette de faire du shopping une fois de temps en temps, mais est-ce que tu as besoin d'aller faire du shopping tous les samedis après-midi, de regarder ces pratiques au quotidien, voilà, pour prendre de la hauteur et mettre un peu en application ces pratiques qui, pour le coup, s'apprennent. Et je pense que c'est aussi extrêmement important de continuer à se former régulièrement à la danse si on aime danser, mais à la méditation si on a envie d'apprendre à méditer. Et tu vois, là, je me forme à l'écoute profonde facilitée, qui est encore une autre chose, c'est percevoir avec son corps et percevoir énergétiquement ce qui se passe, voilà, s'ouvrir à d'autres dimensions. Et quel est le rapport avec mon métier RH ou mon métier d'entrepreneur ou mon métier de podcasteuse? Comme ça, a priori, on pourrait se dire pas grand-chose et à la fois, c'est tout. Tu vois, les liens, on les fait extrêmement facilement. Donc, s'accorder aussi ces temps de formation pour aller un cran plus loin. Est-ce que ce sont des choses et des réflexions que tu as à cœur de partager avec tes équipes ? Et si oui, comment tu le fais ? Oui, évidemment que j'ai à cœur de partager ça avec mes équipes. Et je le fais par petites touches. Je suis assez convaincue que chacun va à son rythme. Je ne vais pas imposer à toute l'équipe de méditer 5 minutes par jour ou n'importe quelle autre pratique, puisque ça vient quand chacun est prêt. Et la manière dont ça s'exprime est différente selon chaque personne. Tu le disais, toi, ça t'exprimes des choses par la danse, d'autres vont exprimer par le chant, d'autres par la cuisine, d'autres par la pratique sportive de tel ou tel sport. Donc j'essaye de vraiment comprendre en fait par où ça s'exprime et par petites touches de pouvoir accompagner chacun dans l'expérience ou expérimenter un petit peu plus loin et ensuite en équipe aussi de pouvoir leur faire toucher régulièrement du doigt ou leur faire expérimenter des choses un petit peu différentes pour que l'équipe voit dans quelle mesure est-ce que ça nous décale complètement et ce genre de pratique nous fait voir la situation problématique de manière un petit peu différente. Voilà, je dirais que j'y vais pas... T'as des exemples ? Oui. Sans trahir Ouais, non, tout à fait. Une personne de l'équipe, à un moment, qui avait des grosses difficultés dans son poste, voilà, sans nommer... je leur ai proposé du co-développement au sein de l'équipe et vraiment avec la méthodologie de co-développement. Donc, plutôt que moi d'apporter une solution toute faite à la problématique, de se dire comment est-ce qu'on se met autour de la table, on se nourrit les uns les autres pour aider cette personne-là à voir sa problématique dans un angle complètement différent, restaurer la confiance aussi qu'elle a, puisque le feedback de pair est toujours important. Donc, ça peut être des choses aussi simples que ça. Mais en fait, on prend pas beaucoup le temps en tant que manager d'aider en collectif, en tout cas, une personne qui a des difficultés. On va plutôt à l'efficacité de tiens, fais ça ou prends ça ou fais ça comme ça. Tu vois, j'essaye autant que possible de me mettre en retrait de je t'apporte et je te donne la réponse, mais plutôt de créer l'espace et les conditions pour que ça émerge du collectif, de l'équipe ou de la personne elle-même. Ce qui demande encore une fois d'accepter de ralentir un tout petit peu, de
prendre des espaces un peu plus grands pour ce genre de choses. Mais encore une fois, c'est pas au détriment de la performance parce que derrière, on gagne un temps qui est assez important. Oui, parce que si la personne, elle est, même si elle met peut-être un petit peu de temps à accoucher de la solution, une fois qu'elle l'a, comme c'est sa solution, elle va la mettre en place beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus simple et alignée, quoi. Tout à fait. Et ça, dans une petite équipe, mais on l'a aussi expérimenté au niveau de l'entreprise. Se dire comment est-ce qu'à 110 personnes, on arrive à travailler ensemble et à co-développer, à co-créer l'ensemble des sujets vraiment prioritaires de développement de l'entreprise pour cette année. Et donc, on peut aussi mettre en place et faciliter des processus d'intelligence collective que j'aime énormément. Donc, pareil, avec beaucoup de mouvements où on tourne, où on est debout, on enlève les tables. Pas juste pour faire joli, mais vraiment parce que énergétiquement, ça crée des dynamiques complètement différentes. Les sujets qui émergent de l'ensemble des salariés d'une entreprise, quand on les écoute vraiment, qu'on leur pose vraiment la question, qu'on n'arrive pas avec des idées toutes faites sur les sujets à traiter et qu'on a posé le bon processus de travail, c'est assez extraordinaire. Pour moi, en tant que dirigeante, ça m'a vraiment demandé de faire confiance au vivant, de faire confiance au processus et d'accepter de lâcher prise. Parce que au départ, c'est pas évident de se dire, OK, on fait confiance à toute l'entreprise pour nommer les 4-5 chantiers prioritaires sur lesquels on va travailler cette année. En tant que dirigeant, on a juste envie de dire, attends, moi j'ai compris comment fonctionne l'entreprise et je sais qu'on doit travailler ça pour atteindre nos objectifs. Et en faisant ça, c'est une manière de faire et peut-être que les personnes les plus engagées vont s'impliquer à nos côtés parce qu'elles ont vraiment envie d'accompagner l'entreprise. Mais peut-être que en faisant différemment et en laissant émerger de l'ensemble des collaborateurs les sujets à travailler et les sujets stratégiques à travailler, en leur faisant confiance, on n'aura pas seulement les personnes les plus engagées qui vont s'engager justement dans ces chantiers de travail, mais peut-être qu'on va passer de 10-15% à 25%, et c'est ce qui s'est passé, des collaborateurs qui s'engagent sur ces sujets. Voilà, c'est aussi à cet endroit, en fait, je pense que moi, je le travaille à titre personnel, tu vois, lâcher prise et essayer de faire de plus en plus confiance à chacun et au collectif, pour autant qu'on ait bien les bons processus et qu'on soit bien formé à ces manières de faire et au processus d'intelligence collective. Comment tu t'es formée justement à ça ? Ou est-ce que tu as des lectures ou des... Alors moi j'ai été beaucoup coachée. J'ai été beaucoup coachée par quelqu'un dont l'expertise est la facilitation des processus d'intelligence collective et qui m'a laissé faire en étant en backup très active pour me coacher, m'accompagner. Valérie Rodriguez, elle s'appelle, dont c'est vraiment le métier. Ça s'apprend en fait, c'est vraiment pas inné. Cette confiance, ce lâcher prise et poser le bon processus, animer, faciliter, c'est des années, c'est pas une formation de 2 jours. On peut avoir les basiques en 2 jours, mais après c'est vraiment plus on va expérimenter, faire et en étant accompagné, plus on arrive à faciliter des processus différents pour faire émerger du collectif des choses vraiment, vraiment intéressantes. Donc pour les managers qui nous écoutent, s'ils sont intéressés par ça, il y a des choses qui existent. Ah oui. Mais du coup, ça prend un peu de temps et c'est en testant aussi qu'on progresse. Ouais, en testant, en discutant, en faisant vraiment confiance que si on a posé le bon processus à l'intérieur, les personnes qui seront présentes sont les bonnes personnes, que ce qui est là et ce qui devait advenir et donc est bien. Voilà, et parce que c'est vivant. Il existe des formations. Il y a un super bouquin, je pourrais te donner le nom, Sophie, je sais plus exactement, mais autour de l'intelligence collective. Un beau bouquin bleu avec un arbre sur la couverture. J'ai pas le titre exact, mais je te le donnerai. Il y a des podcasts qui existent sur le sujet. Il y a des blogs. Voilà. Après, pour se lancer, je trouve que c'est bien quand même d'être accompagné, au moins formé aux basiques de la facilitation. Quand tu dis quand on a le bon processus, c'est quoi un bon processus ? Je vais te donner un exemple. Dans notre entreprise, donc on est 4 dirigeants, les 2 fondateurs et le DAF et donc moi-même DRH de l'entreprise. On a beaucoup travaillé tous les 4 ensemble et à un moment on s'est dit on a
c'est un peu limitant d'être tous les 4 et puis c'est pas très représentatif aussi de la diversité de l'entreprise. Donc on aimerait vraiment pouvoir travailler avec une équipe un peu plus élargie, qu'on nomme pas Codir parce que dans notre entreprise, c'était pas comme ça. On l'a nommé groupe de mise en mouvement, dont la vocation serait de nous challenger, de nourrir la vision, de travailler vraiment et de co-construire avec nous sur les axes stratégiques de l'entreprise. Bon, premier réflexe naturel, j'ai envie de voir un tel, parce qu'ils ont les compétences, qu'ils ont la bonne vision. Est-ce qu'on leur propose ? Bon, ça, c'est un réflexe assez naturel de moi, en tant que dirigeant, je nomme. Parce qu'il mérite, parce qu'il a fait ses preuves, etc. Bon, on a tenté en fait un processus d'intelligence collective complètement différent pour trouver cette équipe-là. Donc, le processus qu'on a décidé de mettre en place était le suivant, définir le rôle de cette équipe, définir les compétences attendues, partager à 100% des personnes de l'entreprise ce qu'il était attendu et leur poser la question, qui verriez-vous dans ce poste ? Donc, élection sans candidat. Première étape. Tous les salariés de l'entreprise avaient la possibilité de dire, moi, par rapport à votre besoin, par rapport à ce que je vois, je verrais bien un tel, sans limite de nombre. On a collecté l'ensemble des résultats qu'on a renvoyés à tout le monde en disant, voilà les résultats. Donc, un tel 10 voix, un tel 3, un tel 0, etc. En conscience de ça, que vous ayez collecté 25 voix pour vous ou 0, qui sent qu'il a les compétences et aurait envie de participer, en tout cas de rentrer dans ce groupe-là, en conscience du rôle, des compétences et de ce que les personnes, la manière dont les personnes et le collectif s'est exprimé. Et donc ça permettait de se dire, des personnes qui n'avaient pas tellement confiance en elles, qui auraient bien aimé, mais qui se seraient jamais, si on avait fait, par exemple, uniquement un appel à volontaires sans cette première phase d'élection sans candidat, ne se seraient jamais lancées. Et là, peut-être qu'en voyant qu'elle est plébiscitée par un quart des personnes, ça donne un peu plus de force pour, avoir envie de prendre le rôle. Et des personnes toutes nouvelles dans l'entreprise que personne ne connaisse, qui en fait ont vraiment envie et ont une super énergie, une super motivation pour prendre le rôle, ont peut-être collecté 1 ou voire 0 voix, mais en fait ont super envie et vont dire moi je lève la main et j'aimerais bien. Donc ça c'était la 2e étape. Et la 3e étape, ça a été on a eu 8 personnes qui se sont portées volontaires. Donc on a communiqué en disant voilà les 8 personnes, décision par consentement. Et la décision par consentement, c'est de se dire qui s'oppose, et si on s'oppose, c'est pourquoi, et quelles seraient les conditions qui, si elles sont remplies, fait qu'on lève l'opposition. Est-ce que vous y voyez un inconvénient ? Pour quelle raison ? Et on en discute, et soit on peut lever en fait l'objection, et à ce moment-là, la personne rejoint le groupe, soit on ne peut pas, il n'y a pas d'engagement pris, et donc la personne ne rejoint pas le groupe. Voilà. Et donc en fait, ce processus qui est un processus en 3 étapes, donc élection sans candidat, se porter volontaire, puis une décision par consentement, a fait qu'on a réuni autour de nous 8 personnes vraiment qui avaient envie, qui étaient motivées, qui étaient pour certaines plébiscitées, et tout ce qu'on a fait ensemble, on a vraiment fait des choses extrêmement belles tous ensemble. Ça pour moi c'est un exemple, de un processus qui est juste, qui fait confiance au vivant, qui fait confiance à ce qui va advenir. On a lâché en fait, on s'est pris la tête sur est-ce qu'il nous faut 5 personnes, 10 personnes, 8 personnes, 3 personnes, et qu'est-ce qu'on fait si jamais on a 20 volontaires ? On a lâché, on a fait confiance, on a interrogé vraiment les différentes étapes pour se dire qu'est-ce qui est juste pour nous par rapport à ce qu'on a envie de faire. Et comment ça a été perçu par les collaborateurs ? Eh bien, c'est l'incarnation de ce qu'on dit qu'on fait, c'est-à-dire on fait confiance, on vous responsabilise, on vous écoute, et chacun peut s'engager et construire avec nous l'entreprise. Donc pour moi, c'était vraiment, ça a été extrêmement bien perçu parce que c'était l'incarnation réelle de paroles. Il y a rien de pire que des belles idées, un beau marketing, et en fait, dans les faits, il se passe pas grand-chose. Bravo. Pour faire ça, vous avez été accompagnée par Valérie. Oui, par Valérie Rodriguez, qui nous accompagnait depuis déjà plusieurs années. Donc ça, c'est un exemple qui est assez abouti, mais on avait testé d'autres choses avant, et qui en fait vient
nous challenger régulièrement. Oui, moi je crois que avoir un regard extérieur et être aidé sur des choses comme ça me paraît important. Tant qu'on n'a pas quelqu'un en interne, il y a des structures qui ont des facilitateurs extrêmement bien formés et qui n'ont pas besoin d'accompagnement. Mais tant qu'on n'a pas ces personnes-là, c'est important. Ouais. Merci beaucoup, Lucie. Avec plaisir. C'était chouette de discuter avec toi, Sophie, parce que tu fais aussi partie de tous ces acteurs militants au service du monde de demain. Et ton podcast, il est vraiment beau et optimiste aussi pour ça. Merci. Un grand merci pour votre écoute de cette deuxième partie d'épisode avec Lucie. J'espère que ça vous a plu. Je ne vais pas faire ici un long débrief, mais j'ai quand même sélectionné 3 extraits de cette fin de conversation avec Lucie qui m'ont beaucoup parlé et donné à réfléchir. Apprendre à penser par soi-même, si on creuse un peu plus, c'est surtout questionner ses habitudes. Et je suis vraiment convaincue, même si c'est difficile, qu'on a besoin d'espace, qu'on a besoin de temps. L'incarnation de ce qu'on dit qu'on fait, c'est-à-dire on fait confiance, on vous responsabilise, on vous écoute. J'aimerais beaucoup connaître vos retours sur cet épisode, donc j'attends vos messages et commentaires sur ma page LinkedIn. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode, et d'ici là portez-vous bien, Kenavo!